adresser un message aux Maliennes et aux Maliens. J'ai une affection toute particulière pour les Maliennes et les Maliens et pour le Mali. C'est un grand peuple et qui a une grande histoire dont il peut être fier. Je suis venu effectivement pour assurer la défense et voir comment se présentait le dossier de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et pour assurer la défense de son frère qui, comme vous le savez, a été poursuivi, mis en examen et écroué. Mais écoutez, il n'y a rien dans ce dossier. Si vous voulez, s'il y avait des éléments dans la procédure, dans le dossier, je vous dirais, écoutez, il y a des éléments que l'on conteste, que l'on va discuter, il y aurait un débat contradictoire sur ces éléments. Mais là, il n'y a absolument rien. Je vais vous donner un exemple précis. Le demi-frère de Boubou Cissé a fait l'objet d'une audition par les services de la sécurité d'État et d'une audition par les services de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Rien, c'est lien de filiation. Ils sont 11 frères et sœurs. Donc, quels étaient ces liens avec ces 11 frères et sœurs? Rien d'autre. Aucune question portant sur les faits qui lui sont reprochés. Pourtant, il est mis en examen et placé en détention. Et puis, dans le dossier, vous avez Razbat. Bon, Razbat, il est poursuivi pour... c'est un délit d'opinion, c'est une atteinte à la liberté d'expression. On lui reproche, la déclaration qu'il a faite, c'était peut-être pas très sympathique lors d'une émission, d'avoir dit que le président de la transition était un débile mental pour avoir tenu certains propos devant la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Bon, je ferai une observation. En général, à l'étranger, un chef d'État ne fait pas une déclaration qui porte sur la situation intérieure du pays qu'il représente. Ça, c'est la première observation. Mais il faut être sérieux. Une démocratie a besoin de Razbat, besoin de ses outrances. Ça permet d'alerter l'opinion. Ce sont des chantres de la liberté d'opinion et d'expression. Si vous muselez un Razbat, c'est en réalité le peuple malien que vous muselerez. Eh bien, écoutez, rien. Mais justement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi et comment ce dossier. Il n'y a rien. Bien. Mais je suppose que derrière ce dossier, il y a des personnes qui sont à l'origine de la poursuite. Bien. Et je ne vois pas très bien quel est le but poursuivi. Il n'y a rien, si ce n'est garder au secret dans les locaux de la secrétaire d'État 5 personnes. La plupart d'entre eux ne se connaissent pas d'ailleurs, hein. C'est clair. Les déférer devant un juge d'instruction et les placer en détention. Je ne vois pas l'intérêt. On peut considérer que derrière cette procédure, il y a des ambitions personnelles inavouées et inavouables. Je vais vous donner un exemple précis. Le directeur général du PMU, Diop, qui a rencontré une ministre de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité l'a remercié, car le PMU va prendre en charge la réfection de tous les kiosques qui ont été brûlés lors des manifestations. Le PMU, d'ailleurs, a financé également la rénovation de l'infirmerie de l'état-major de l'armée de l'air. Il le voit le lundi à 10h. Le ministre le remercie, car il a fait inscrire à l'ordre du jour du PMU et des finances du PMU, la rénovation de ces stands. Le remercie. Le ministre de l'Intérieur lui demande même s'il pouvait prendre au PMU sa sœur. Il répond que oui, naturellement, qu'il n'y avait pas de difficulté. Il rentre à son bureau, il est arrêté par la sécurité d'État. Ça signifie que le ministre de l'Intérieur, qui a en charge, en théorie, la sécurité d'État, ne savait pas qu'un service qui dépend de son autorité allait arrêter le directeur général du PMU moins d'une heure après l'avoir rencontré. Donc il y a plusieurs centres de pouvoir, chaque centre de pouvoir ne tenant pas informé l'autre centre de pouvoir. Pour quelle raison? Parce que ces centres de pouvoir distincts
sont chacun d'entre eux et le tout qu'ils forment au service d'ambitions personnelles, inavouées, inavouables. C'est pas ça la gestion d'un État. Oh, écoutez, non, mais le réquisitoire du procureur, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ce réquisitoire devrait être enseigné dans toutes les écoles de la magistrature comme l'acte qu'il ne faut pas faire. C'est une plaisanterie, voyons. Là, un magistrat de l'ordre judiciaire, le procureur de la République, qui écrit, reprenant certainement à son compte le rapport de la sécurité d'État, que le secrétaire général de la présidence de la République s'était adressé à un marabout puissant pour contrarier l'action de la transition. Et qu'il était même allé jusqu'à déposer des morceaux de viande rituelle dans les locaux de la présidence. Or, pour tous ceux qui connaissent le secrétaire général de la présidence, c'est un homme très pieux, très attaché à sa famille, qui n'a pas rencontré ce marabout depuis le mois d'août de l'année. Et ce marabout, en plus, est son oncle. Et il a pour habitude de lui rendre visite chaque année, par exemple, le jour de l'anniversaire de la naissance du prophète. C'était au mois d'août dernier, au mois d'août 2020. Ce marabout, d'ailleurs, il n'est pas poursuivi. Alors est-ce qu'il serait si puissant qu'on n'ose pas l'arrêter ou l'entendre? Il n'a été ni poursuivi, ni entendu. Est-ce que c'est sérieux? Quelle image cet écrit du procureur de la République donne-t-il de la magistrature malienne? Alors qu'il se discrédite lui-même, bon, c'est fâcheux. Ça n'a pas une grande importance. En revanche, que ce réquisitoire, avec les termes de ce réquisitoire, discrédite la justice malienne, c'est beaucoup plus fâcheux. Mais obligatoirement, si vous voulez, il n'y a pas d'autre explication. Judiciairement, il n'y a rien dans ce dossier. Alors, parlons de complot. Je ne comprends pas très bien le but de ceux qui ont mené cette opération. J'espère, pour ma part, qu'un certain nombre de membres du gouvernement, qu'un certain nombre de membres de la junte n'ont pas été tenus informés d'une telle action, parce que ce serait inquiétant, si vous voulez. Moi, je crois qu'il s'agit d'initiatives personnelles, comme je vous le disais, au service d'ambitions politiques inavouées et inavouables, qui ont donné lieu à cette procédure qui n'est ni faite ni à faire. Parce que je vous le dis, il n'y a rien. Je ne vous dirais pas qu'il n'y a rien dans ce dossier s'il y avait des éléments. S'il y avait des éléments, je vous dirais, nous allons discuter des éléments à charge. Voilà, le seul fondement, c'est Boubou Cissé. Voilà, c'est Boubou Cissé. Parce qu'à partir du moment où il y a ces ambitions politiques, eh bien, Boubou Cissé peut être un obstacle si on lui prête, ce qui reste à démontrer d'ailleurs, des ambitions présidentielles. Je crois qu'on est dans ce schéma de lecture. Je vais vous poser une question, mon cher Malik. Si vous apprenez un matin, vous sortez de chez vous le matin pour vaquer à vos occupations, vous apprenez que des hommes armés sont présentés à votre domicile, ont violenté votre personnel, les amis ou les membres de votre famille qui s'y trouvaient, en mettant la maison sans dessus, sans laisser de convocation, sans dire qui ils étaient, sans laisser un numéro de téléphone permettant de les identifier. Qu'est-ce que vous feriez? Vous prendriez un peu de recul pour savoir de quoi il s'agit. Bien. Le bâtonnier Tapo, lorsque cet événement s'est produit, parce que Boubou Cissé se trouvait au domicile de sa mère, téléphone à la sécurité d'État, mensonge, qui lui répond « Non, nous n'avons pas envoyé d'effectifs chez Boubou Cissé. » Bien. Nous apprenons que c'est après que la sécurité d'État s'est rendue à son domicile dans des conditions d'une violence qui ne sont pas ceux de l'action judiciaire.
C'est une violence extrajudiciaire. Donc il est tout à fait normal que Boubou Cissé ait voulu prendre quelque peu de recul. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est toujours au Mali, qu'il n'a pas l'intention de quitter le Mali, et que lorsqu'il aura l'assurance et la certitude qu'il a droit, comme tout citoyen, à une justice impartiale et à un procès équitable, il répondra aux convocations qui lui seront adressées. Pas pour des morceaux de viande rituels déposés dans les couloirs de la présidence de la République. Permettez-moi de vous le dire. Bien, ça c'est le premier point. Et puis alors, quel lien avec le coup d'État? Mais quel lien? Quel lien entre Rasbat et Boubou Cissé? Quand vous regardez, lisez bien le réquisitoire, vous verrez que c'est le conditionnel qui est employé. Il n'a jamais été question de 200 millions. Jamais. Mais vous remarquez en réalité, de quoi s'agit-il? Quand on parle de ces 200 millions au conditionnel, parce qu'il n'y a aucune preuve, durant l'interrogatoire d'ailleurs de chacune des personnes poursuivies et mises en examen, on a été incapable de leur produire une réunion, la date d'une réunion, qui assistait et qui était présent à cette réunion. Ils ne se connaissaient pas, Rasbat et Boubou Cissé. Ça c'est clair. Quel lien entre Koné et Boubou Cissé? Bien. Un lien entre le directeur général adjoint du PMU et Boubou Cissé, oui, puisqu'ils étaient en fac ensemble, ils peuvent quand même se parler, non? C'est pas parce que vous rencontrez vos amis dans une mosquée que vous allez comploter contre l'État nécessairement. Bien, ils se connaissaient, bien. Quel lien entre le secrétaire général de la présidence et Boubou Cissé? Leur dernière communication par SMS remontait à plus de 3 semaines avant l'arrestation du secrétaire général de la présidence. Je vous dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais non, parce que la justice, là, se met au service d'une action politique, c'est tout, si vous voulez. Alors, se met au service d'une action politique, et comme il n'y a rien, eh bien, on glose, on écrit, si vous voulez. Vous savez, on dit, tiens, on va parler des sacrifices rituels parce que c'est quelque chose qui interpelle les Maliens. Bon, mais d'accord, très bien. Mais il paraît que le procureur de la République a dit sur ce point, en me citant, oui, mais c'est qu'elle dit, ne peut pas savoir, il ne connaît pas le Mali, parce que quand il y a des coups d'État, il y a toujours eu des sacrifices rituels. Alors moi, je serais tenté de dire à ce moment-là au procureur de la République, eh bien écoutez, on va demander aux auteurs du coup d'État du 18 août si avant de faire leur coup d'État, ils ont consulté un marabout. Et s'ils ont consulté un marabout, lequel? Non, mais vous voyez qu'on est en plein délire. Ça n'a rien à voir avec le droit. Alors d'abord, nous allons demander au juge d'interroger rapidement les mises en cause afin de pouvoir déposer une demande de mise en liberté. Et puis, si la situation devait se prolonger au-delà d'un délai raisonnable, eh bien, nous verrons dans quelles conditions et quelles circonstances nous pouvons saisir la Cour de justice de la CEDEAO, qui, je vous le rappelle, est compétente pour connaître de toutes les violations des droits de la personne. Dès lors qu'un Malien, un citoyen malien, parce que le Mali a signé tous les protocoles de la CEDEAO, dès lors qu'un citoyen malien estime que ses droits et libertés garantis sont mis en cause, il a la possibilité, sans même avoir recours aux juridictions nationales, de saisir directement la Cour de justice de la CEDEAO.